Confirmation des chiffres très médiocres du marché de l'emploi en France, 15% de chômeurs de plus en un an. Depuis janvier, cet après-midi, les fonctionnaires chez le Premier ministre. Autre catégorie déçue en ce moment, les agriculteurs. Les manifestations se poursuivent. Invité de ce journal, Edith Cresson de Bruxelles. Le roi Hussein de Jordanie mobilise partiellement son armée devant les proportions que prend la guerre Iran-Irak. Ce soir, dans ce journal, une page spéciale sur le Liban à l'heure israélienne. Et puis, Tour de France, victoire de Pascal Simon dans la première grande étape alpine. Bernard Hinault s'est encore débarrassé de 2 de ses poursuivants au classement général. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est par ce dernier titre que nous allons commencer ce journal, car dans un Tour de France parfois contesté, ou qui a en tout cas mis du temps à prendre son envol, mondial oblige, il fallait que nous tirions notre chapeau devant ceux qui, toute la journée, sous un soleil écrasant, ont escaladé plusieurs très grands cols pour la première des grandes étapes alpines, Manosque, Orsières-Merlette, et au bout du compte, une arrivée très émouvante. Alain Vernon. Première étape alpestre donc, et première grandes émotions dans ce Tour 82, il était temps d'ailleurs, et pour effacer l'ennui de 14 étapes, remercions Pierre-Henri Mantéour, professionnel depuis un an, et Pascal Simon ici en maillot blanc. Les deux hommes ont fui dès le 60e kilomètre. Réaction en chaîne, c'est ça le Tour de France en montagne. Winen, le Hollandais, le numéro 31, est le premier à agir malgré la chaleur et les 200 km. On sent qu'il va y avoir du spectacle. Hinault et ses lieutenants ont décidé d'être de la fête. La course-poursuite a commencé. On va se régaler. Anderson, le maillot blanc, est là lui aussi, mais pas pour longtemps, vous allez le voir, car le train infernal d'Alban et d'Hinault laisse l'Australien loin derrière. C'est Zoetemelk finalement qui se place pour être le dauphin au général. d'Hinault, c'est bien joué Zoetemelk. Coup de chapeau aussi à Robert Alban, étonnant grimpeur à 29 ans, qui va jusqu'au bout tenter de revenir sur Bernaudot, l'autre poursuivant, mais surtout sur Pierre-Henri Mantéour, l'effronté. Et oui, il lâche Pascal Simon, spécialiste de la montagne, à 5 km de l'arrivée. On ne croyait pas du tout à ce spectacle, et c'était mal connaître d'ailleurs l'ancien vainqueur du Tour de l'Avenir, dans l'anonymat de Pubal, et qui souhaitait ardemment une victoire d'étape. Mantéour est rejoint ici par Pascal Simon. Il est absorbé à 500 mètres de l'arrivée, comme l'on dit dans le terme du cyclisme. C'est dur pour le moral et pour les jambes. Mantéour d'ailleurs qui veut lancer le sprint, vous allez le voir, il va déraper et Simon n'aura aucun mal à s'imposer. Les poursuivants arriveront trop tard. Regardez, Mantéour veut démarrer. Il dérape, son pied glisse de la pédale et Simon bien sûr, qui avait gagné ici même le Tour de l'Avenir l'an dernier, n'a aucun mal à s'imposer. C'est Zoetemelk qui fait la bonne apparition en laissant Anderson très loin et qui prend la deuxième place derrière Hinault bien sûr. Simon, un sympathique vainqueur qui souhaitait briller donc depuis Bâle. À la fin de ce journal, le reste des informations sportives. Mais tout d'abord, 2 chiffres qui intéressent tous les Français ce soir. Celui du chômage, bien sûr. Nous avons ce soir la confirmation officielle de ce que nous disions il y a 10 jours. Le nombre des demandeurs d'emploi, en données corrigées des variations saisonnières, a augmenté de 1,9% le mois dernier. Cela fait près de 15% de plus en un an et 23 000 chômeurs en plus depuis janvier chaque mois. Autre indice, celui des prix pour l'INSEE, il devrait augmenter pour l'année 82 de 10,6%, annonce l'INSEE. Alors, dans cette perspective et pour lutter sur les 2 fronts à la fois, le gouvernement essaie de négocier avec toutes les catégories sociales pour faire passer, entre guillemets, le blocage des prix et des salaires. Aujourd'hui donc, les fonctionnaires chez le Premier ministre, Jean-Claude Renaud. On se retrouvera à la rentrée. Après 3 heures de discussion, ici, dans cette salle, toutes les portes se sont ouvertes. Ce n'est pas seulement une image, le climat qu'on prévoyait très tendu entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires ne l'a pas été. Exemple, la contribution. On ne dit plus la cotisation, la contribution à l'assurance chômage. Les fonctionnaires devaient la payer à partir du 1er novembre, c'est en tout cas ce que Pierre Mauroy avait annoncé jeudi dernier à Matignon. Eh bien maintenant on est moins précis, ce pourrait être plus tard et selon des modalités qui seront définies à la rentrée. En fait, beaucoup de choses seront négociées à la rentrée et d'abord l'accord sur l'évolution des salaires dans la fonction publique, un accord que le gouvernement voudrait exemplaire. C'est un gros morceau car il s'agira alors de définir l'expression employée par Nicet Le Pors, le ministre de la fonction publique, qui veut maintenir le pouvoir d'achat moyen au niveau. Pour ce qui me concerne, je considère qu'un grand pas a été fait car aujourd'hui, 343 000 personnes dans la fonction publique ont la perspective d'être titularisées alors qu'elles étaient en situation de contractuel. On a fait de ce point de vue-là un très grand pas et je ne vois pas qui pourrait minimiser cette annonce.
Par ailleurs, nous avons discuté beaucoup des salaires et de la contribution de solidarité des fonctionnaires dont on a beaucoup parlé. Sur les salaires, eh bien, nous avons convenu, après avoir échangé des informations, que nous nous reverrions au mois de septembre pour discuter des salaires 82 et 83, avec comme idée en tête le maintien du pouvoir d'achat moyen en niveau et la priorité aux bas salaires. C'est une priorité que je tiens à affirmer solennellement. Alors, le maintien du pouvoir d'achat moyen en niveau, je suis un téléspectateur moyen, ça ne me dit pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Bien, ça veut dire qu'en moyenne, à la fin de l'année 1983, eh bien, les fonctionnaires retrouveront un pouvoir d'achat moyen qui était celui du début de l'année 82. Autre catégorie sensibilisée, comme disent les communiqués, les agriculteurs. Ils sont sortis déçus de la réunion des partenaires sociaux jeudi à Matignon, avec pour eux une inquiétude supplémentaire née des conséquences de la sécheresse. En France, nous rejoignons Montpellier. Les viticulteurs du Midi sont dans l'impasse, mévente et chute des cours avec des statistiques qui faussent le marché. D'où leur revendication, bonne moralité du marché et contrôle plus musclé des importations. Le comité régional a demandé à Mme Cresson que la garantie de bonne fin soit avancée au 1er août afin d'alléger la trésorerie des viticulteurs. L'attente a trop duré, les viticulteurs passent à l'action. Opération Sourire le 31 juillet et le 1er août, mais des actions plus dures si la situation persistait. Nous n'avons jamais connu une situation aussi pernicieuse depuis une vingtaine d'années, une situation de marché et économique aussi floue. Effectivement, nous avons très peu de références, notamment par exemple en matière d'importation, nous avons des chiffres qui sont différents, parfois même contradictoires, qui sont aussi fiables les uns que les autres et que nous ne pouvons pas vérifier, et que de toute façon, compte tenu du premier tour de table qui vient d'être déjà fait, si la situation continue dans l'état actuel, nous allons vers une rentrée au mois de septembre après les vendanges absolument catastrophique, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue de la paix sociale. Manifestation de poissonniers la nuit dernière à Vannes et à Lorient. Il s'agissait de protester contre le blocage des prix, mais aussi contre le coefficient multiplicateur appliqué sur les coquillages. Le port de Lorient a même été un moment bloqué. Le conflit entre Jean-Baptiste Douminc, le PDG communiste de la SICA 20 Midi-Pyrénées d'une part, et de la CGT de l'autre, s'est durci aujourd'hui. Jean-Baptiste Douminc avait licencié 14 employés de son entreprise, dont 3 délégués de la CGT. Eh bien, la Fédération communiste de Midi-Pyrénées l'a très sévèrement condamné. Guy Schwartz. La SICA 20 Midi-Pyrénées, une société de distribution de vin à Toulouse, connaît des difficultés. Du coup, son patron a décidé de licencier 18 personnes, dont 3 délégués du personnel, qui appartiennent au seul syndicat présent dans l'entreprise, la CGT. L'histoire serait assez banale si le patron dont il est question, et que l'on voit ici au-dessus de ses vignes, ne s'appelait Jean-Baptiste Douminc. Jean-Baptiste Douminc, celui que l'on surnomme par ailleurs le milliardaire rouge, parce qu'il est à la fois à la tête d'un nombre impressionnant de sociétés de négoce et qu'il est membre du Parti communiste. Son appartenance au Parti communiste ne l'a pourtant pas empêché d'entrer en conflit avec la CGT, parce que la CGT de la société SICA 20 n'est pas du tout d'accord avec ses licenciements. Jean-Baptiste Douminc refusant pour le moment de discuter la question des licenciements, la CGT a décidé d'occuper depuis ce matin les locaux. Un mouvement suivi par 90% du personnel, indique le syndicat. Le conflit est d'autant plus notable que les 3 délégués menacés de licenciement sont eux aussi membres du Parti communiste. Et ils sont prêts, ces délégués, à faire face à leur patron pour lui proposer d'autres solutions. En effet, ils veulent lui proposer un plan de développement de l'entreprise en 9 points, avec la signature d'un contrat de solidarité qui implique par exemple des mises en pré-retraite. Pour l'instant, Jean-Baptiste Douminc fait la sourde oreille, mais rien n'indique qu'il continue encore longtemps à fermer les portes du dialogue avec ses ouvriers et néanmoins camarades de parti. Voilà, Edith Cresson aurait beaucoup de choses à dire sur le vin de manière générale, puisqu'elle est à Bruxelles en ce moment où l'on parlait des importations italiennes de vin. Elle est avec nous en direct, je vous la vois sourire sur notre antenne. Malheureusement, il n'y a pas de son. J'espère que nous allons pouvoir établir cette liaison d'ici la fin de ce journal. Un commentaire de Lionel Jospin après les sondages faisant état de la baisse de popularité du président et de son Premier ministre. Moins 13 points pour Pierre Mauroy et moins 7 pour François Mitterrand dans le quotidien de Paris d'aujourd'hui. Il s'agit surtout de la traduction des impatiences et d'un sentiment de frustration, a-t-il dit.
Baisse également du dollar. La monnaie américaine est descendue de quelques 8 centimes aujourd'hui à Paris, 6 francs 86 désormais. L'actualité internationale maintenant avec tout d'abord le Liban. La Croix-Rouge a pu rendre sa première visite aux détenus palestiniens. La Croix-Rouge qui insiste pour qu'ils soient traités comme des prisonniers de guerre, conformément à la Convention de Genève, Israël estimant qu'il s'agit de terroristes. Et hier soir, Menachem Begin a fait crûment savoir que Yasser Arafat et la direction de l'OLP seraient bientôt liquidés. Philippe Rochaud et Roland Tourte sont maintenant en mesure de vous présenter leur page spéciale sur Beyrouth à travers le portrait de l'homme qui a fondé le Liban. Au cœur de Beyrouth-Ouest, encerclée par les armées d'Israël, une maison hors du temps, la plus belle du Moyen-Orient, à peine touchée par les bombardements, celle du docteur Henri Pharaon, l'homme le plus riche du Liban, directeur du port, d'une banque, ancien ministre et député. À 83 ans, il a vécu ici toutes les guerres du siècle, mais surtout, il est l'homme qui a jeté les bases du Liban indépendant en créant, avec le premier drapeau, le pacte de 1943 qui partageait le pouvoir entre les différentes confessions du pays. Ce drapeau représente pour moi une période très importante dans la vie de mon pays, 1943. Ce pacte, oui, que nous avions réalisé, qui voulait que le Liban soit arabe mais souverain. Aujourd'hui, les canons palestiniens, syriens et israéliens ont fait éclater la souveraineté du Liban. 3 armées étrangères se sont battues ici. Plus d'un mois après l'intervention israélienne, il reste encore 8000 combattants palestiniens pris au piège de Beyrouth-Ouest. Les hommes du docteur Habash, les combattants du Front populaire de libération de la Palestine, ceux qui ont inauguré les détournements d'avions, représentent le noyau le plus dur de la résistance palestinienne. Pour eux, Arafat est même un capitulard. S'ils ont accepté de se laisser filmer ici, à 20 mètres des lignes israéliennes, c'est parce qu'ils savent que leur tête est mise à prix, qu'ils n'ont plus rien à perdre dans cette guerre, et que, morts ou vifs, ils resteront à Beyrouth. Est-ce que vous seriez prêt à quitter le Liban s'il y a un accord politique? Jamais. Jamais. Vous allez résister jusqu'à l'entrée des Israéliens? Oui, jamais. Parce que vous estimez que le Liban est pour vous la meilleure position pour défendre la cause palestinienne? Je crois que c'est la seule position. Les autres pays arabes ne sont pas un champ fertile pour aucune révolution à présent. Alors en attendant l'assaut israélien, Beyrouth-Ouest vit au rythme des attentats, des bombardements et des voitures piégées. L'objectif d'Israël, décourager les combattants palestiniens et pousser les chefs, même les plus durs, comme le docteur Habash, à quitter Beyrouth. We will never leave Beirut. We will never leave Lebanon because Sharon wants this, or because Philip Habib wants this. The only thing we will take into consideration is the will of the Lebanese people. But we are sure that this will of the Lebanese people, and especially the progressive figures, will also take the Palestinian revolution and its future into consideration. Quand les Palestiniens sont arrivés en 1948, est-ce que vous avez pensé qu'ils deviendraient un jour cette force politique et militaire? Nous les avons reçus en tant que réfugiés, en tant que voisins arabes, et puis humainement, nous ne pouvions pas ne pas les recevoir. Ils sont venus, nous leur avons ouvert notre frontière et nos portes. Certes, l'État aurait dû réglementer différemment cette entrée. Dites que c'est un prétexte ou une raison valable, ou tous les deux. Le résultat a été l'occupation israélienne.
Mais en traquant les Palestiniens dans Beyrouth, les soldats d'Israël contrôlent aussi les Libanais, même les chrétiens, leurs alliés, comme ici, près de la ligne de démarcation. L'armée israélienne a remplacé les phalangistes à ce poste de contrôle. Le Liban chrétien doit donc lui aussi accepter de se plier à la volonté de l'occupant, même si ses chefs veulent en réduire l'importance. Vous savez, depuis que les Syriens ont contrôlé les Libanais, que les Palestiniens ont contrôlé les Libanais, si en définitive les Israéliens contrôlent les Libanais pour chasser les Palestiniens et pour chasser les Syriens et pour s'en aller après, ça ne comporte pas beaucoup d'inconvénients. Et pourtant, dans le Liban chrétien, la présence israélienne se fait chaque jour sentir un peu plus. Sur la ligne de démarcation, on assiste à la messe à l'ombre des blindés, et les échanges d'obus entre Palestiniens et Israéliens viennent souvent briser le recueillement. Contraints d'accepter une intervention qu'ils n'avaient pas demandée, les chrétiens du Liban se taisent. La présence israélienne au Liban sert leur objectif immédiat, qui est de neutraliser les Palestiniens. Mais ils savent qu'Israël aura son mot à dire dans le futur Liban qui sortira de cette guerre. Ceux des Libanais qui se sont opposés à l'intervention israélienne le disent. Les Israéliens cherchent à régler le problème du Liban à leurs conditions, à l'israélienne, c'est-à-dire s'ils avaient les moyens politiques et militaires, ils ont les moyens militaires, mais s'ils avaient les moyens politiques, ils installeraient un Liban qui fonctionnerait comme État tampon, vassal d'Israël et protégé par lui. Israël se substituerait aux anciens protecteurs américains et français du Liban et dans l'intermède syrien de 1976 à cette guerre. C'est complètement stupide de croire que le Liban serait indépendant de la volonté d'Israël. Mais la grande peur des Libanais est aujourd'hui de voir les Israéliens réveiller le conflit confessionnel pour mieux imposer leur pouvoir, comme l'ont fait les Syriens. Alors dans sa maison, le docteur Pharaon, comme pour conjurer le mauvais sort, a voulu nous montrer qu'au Liban, les icônes, les versets du Coran et les croix devaient continuer à se côtoyer, comme dans sa première vision du Liban indépendant. J'ai voulu que ma maison, qui est ma première patrie, soit comme le Liban, ma patrie, la maison de la coexistence fraternelle de toutes les familles spirituelles de ce pays. Mais dans sa maison de rêve, le docteur Pharaon n'ignore pas que dans les montagnes du Chouf, on s'est battu entre druzes et chrétiens, que la présence israélienne a divisé le Liban à l'intérieur même des clans, que dans un mois vont se dérouler des élections présidentielles avec ici la présence de 3 armées étrangères. Sous les bombardements des canons syriens, palestiniens et israéliens, son vieux rêve d'un Liban souverain s'est peut-être fracassé. Demain, le second volet de notre page spéciale, avec cette fois un témoignage du côté israélien de Daniel Bilalian. Pour l'instant, la parole n'est plus guère aux roquettes et aux bombes, malgré quelques escarmouches de ci de là. Elle est à la diplomatie, par exemple, ici à Washington, avec la visite du ministre saoudien des Affaires étrangères. Nombreuses négociations également à Amman pour inciter la Jordanie à accepter les Palestiniens sur son territoire, mais le roi Hussein s'y refuse obstinément. Le roi Hussein, qui semble par ailleurs très inquiet devant les développements de la guerre Iran-Irak, il a annoncé la création d'une armée populaire en Jordanie et a mobilisé partiellement les réservistes. Michel Sroulovici. Dans un camp militaire irakien, le 31 mars dernier, le roi Hussein de Jordanie et le président Saddam Hussein. Accueilli avec chaleur, le souverain s'adresse ici à des volontaires jordaniens venus combattre aux côtés des forces irakiennes l'ennemi iranien. Une alliance militaire et idéologique qui date du début du conflit il y a 2 ans. Le royaume de Jordanie est le seul pays à soutenir ainsi directement Bagdad. Une aide certaine au président Saddam Hussein, même si l'armée jordanienne ne compte que 70 000 hommes.
C'est lors de cette rencontre de 2 jours qu'est faite la promesse d'un soutien total de la Jordanie à l'Irak dans ce que le souverain hachémite définit comme une juste guerre au nom de la nation arabe. Et lors de son retour à Amman, le roi appelle la population aux armes. La création aujourd'hui en Jordanie d'une armée populaire survient donc au moment où les forces iraniennes combattent à l'intérieur même du territoire irakien. Au moment aussi où le conflit entre Israéliens et Palestiniens s'enlise aux portes de Beyrouth, un conflit qui ne peut laisser indifférent la Jordanie voisine. Alors sur le front de la guerre, après 2 jours de répit, l'aviation irakienne a de nouveau attaqué des villes de l'ouest de l'Iran et en Irak maintenant autour de Bassora, des prisonniers par centaines. Gérard Sebagen. Descendant de ce camion pour être présenté à la presse, ces soldats iraniens ont été faits prisonniers par les Irakiens au cours des derniers combats autour de la ville de Bassora. Ce qu'il faut remarquer, c'est le nombre impressionnant de ces prisonniers et aussi leur jeunesse. Certains de ces combattants n'ont pas plus de 16 ans. Ce sont eux qui souvent marchent en tête des troupes iraniennes au cours des combats en priant Allah de leur donner la victoire. Il semble bien que les Irakiens aient réussi à stopper l'offensive iranienne sur la ville de Bassora, région stratégique pour l'Irak, puisqu'il s'agit du seul port de ce pays. Contre-offensive irakienne qui pourtant n'annonce pas du côté iranien le désir d'arrêter la guerre. Les ayatollahs continuent dans leur discours de proclamer leur volonté d'abattre le régime de M. Saddam Hussein à Bagdad. Ces cercueils sont ceux des civils tués au cours des bombardements irakiens sur la ville de Hamadan. Ce bombardement ne nous fait rien, scandaient des milliers d'Iraniens en suivant les cercueils. À mort, Saddam Hussein. Encore bien des ennuis pour la reine, décidément en Grande-Bretagne. Voilà maintenant que son propre policier personnel, le commandant Trestel, a démissionné après l'intrusion d'un inconnu la semaine dernière dans sa chambre, mais aussi après avoir avoué qu'il était homosexuel. Et c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui est allé raconter tout ça aux communes. Les communes où le Premier ministre, Mme Thatcher, fera demain une déclaration, non pas sur l'affaire en question, mais sur le scandale d'espionnage révélé par la presse ces derniers jours. Bernard Rapp s'en faisait samedi l'écho. Les bons et les mauvais pacifistes, 2 membres d'une organisation pacifiste soviétique non officielle, ont été arrêtés à Moscou et condamnés à 15 jours de prison pour hooliganisme. Les hooligans là-bas, ce sont un peu les blousons noirs. Un dernier mot sur l'étranger avec cet ajournement sans accord du Conseil des ministres de l'Agriculture. Nous rejoignons donc à Bruxelles Édith Cresson, pardon de vous avoir fait attendre. Madame, alors ça veut dire qu'une fois de plus, le problème du marché vinicole ne sera pas réglé ce soir. Effectivement, vous savez qu'il y avait eu au moment de la négociation sur les prix agricoles le principe d'un accord européen sur le problème du vin. Et que maintenant, un certain nombre de problèmes techniques s'opposant, ayant été soulevés notamment par la Grande-Bretagne, il y a certaines difficultés. Mais je pense que ces difficultés seront réglées et que pour le début de la campagne prochaine, cet accord auquel nous tenons beaucoup et que je suis ici pour défendre et que je continuerai à défendre, que cet accord sera en définitive entériné. Madame, est-ce que vous ne redoutez pas une nouvelle flambée dans ce midi viticole de la part de gens qui très souvent ont voté pour vous d'ailleurs? Oui. Vous savez, je connais le midi viticole et parmi ceux qui manifestent, je connais un certain nombre d'entre eux. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui, il y a peut-être des craintes, il y a peut-être des motifs de s'inquiéter, mais dans la situation actuelle telle qu'elle est aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de raison de faire des manifestations violentes, si tant est qu'il puisse y avoir quelquefois des raisons d'en faire. Moi je comprends très bien que les viticulteurs, comme d'ailleurs les agriculteurs en général, manifestent pour faire connaître leur Irak, puisqu'il s'agit du seul port de ce pays. Contre-offensive irakienne qui pourtant n'annonce pas du côté iranien le désir d'arrêter la guerre. Les ayatollahs continuent dans leur discours de proclamer leur volonté d'abattre le régime de M. Saddam Hussein à Bagdad. Ces cercueils sont ceux des civils tués au cours des bombardements irakiens sur la ville de Hamadan. Ce bombardement ne nous fait rien, scandaient des milliers d'Iraniens en suivant les cercueils. À mort, Saddam Hussein. Encore bien des ennuis pour la reine, décidément en Grande-Bretagne. Voilà maintenant que son propre policier personnel, le commandant Trestel, a démissionné après l'intrusion d'un inconnu la semaine dernière dans sa chambre, mais aussi après avoir avoué qu'il était homosexuel. Et c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui est allé raconter tout ça aux communes. Les communes où le Premier ministre, Mme Thatcher, fera demain une déclaration, non pas sur l'affaire en question,
mais sur le scandale d'espionnage révélé par la presse ces derniers jours. Bernard Rapp s'en faisait samedi l'écho. Les bons et les mauvais pacifistes, 2 membres d'une organisation pacifiste soviétique non officielle, ont été arrêtés à Moscou et condamnés à 15 jours de prison pour hooliganisme. Les hooligans là-bas, ce sont un peu les blousons noirs. Un dernier mot sur l'étranger avec cet ajournement sans accord du Conseil des ministres de l'Agriculture. Nous rejoignons donc à Bruxelles Édith Cresson, pardon de vous avoir fait attendre. Madame, alors ça veut dire qu'une fois de plus, le problème du marché vinicole ne sera pas réglé ce soir. Effectivement, vous savez qu'il y avait eu au moment de la négociation sur les prix agricoles le principe d'un accord européen sur le problème du vin. Et que maintenant, un certain nombre de problèmes techniques s'opposant, ayant été soulevés notamment par la Grande-Bretagne, il y a certaines difficultés. Mais je pense que ces difficultés seront réglées et que pour le début de la campagne prochaine, cet accord auquel nous tenons beaucoup et que je suis ici pour défendre et que je continuerai à défendre, que cet accord sera en définitive entériné. Madame, est-ce que vous ne redoutez pas une nouvelle flambée dans ce midi viticole de la part de gens qui très souvent ont voté pour vous d'ailleurs? Oui. Vous savez, je connais le midi viticole et parmi ceux qui manifestent, je connais un certain nombre d'entre eux. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui, il y a peut-être des craintes, il y a peut-être des motifs de s'inquiéter, mais dans la situation actuelle telle qu'elle est aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de raison de faire des manifestations violentes, si tant est qu'il puisse y avoir quelquefois des raisons d'en faire. Moi je comprends très bien que les viticulteurs, comme d'ailleurs les agriculteurs en général, manifestent pour faire connaître leur situation, pour attirer l'attention à la fois des pouvoirs publics et de la population qui connaît souvent mal leurs problèmes. Mais la violence n'a jamais rien réglé. En ce qui concerne le vin, nous avons voté à l'Assemblée nationale les offices, l'organisation des offices, dont l'office du vin, et qui permettra une meilleure organisation du marché. Et puis, nous aurons pour la prochaine campagne cet accord européen qui permettra d'assainir les choses. Madame Cresson, est-ce qu'en ce moment vous vous sentez davantage le ministre des Agriculteurs ou le ministre de l'Agriculture? Je veux dire, en ces temps d'austérité, est-ce que vous avez besoin de défendre auprès de vos collègues cette catégorie sociale, disons, très éprouvée en ce moment? Oui, bien sûr, le ministre de l'Agriculture et le ministre des Agriculteurs, et d'ailleurs, je l'avais dit en prenant mes fonctions, aussi des agricultrices, dont on parle souvent on parle peu. Eh bien, les agriculteurs ont des difficultés. Ils ont des difficultés notamment parce que leur revenu est en baisse depuis 8 années consécutives. Et je tiens à dire que cette année, ce sont les chiffres de l'Institut national de la statistique, leur situation n'est certainement pas brillante puisqu'ils ont derrière eux 8 années de perte de revenus et aussi de surendettement, mais nous sommes en train, grâce à des efforts très intenses que nous avons menés et à une meilleure gestion des marchés, nous sommes en train de commencer à redresser la situation et c'est ce que montrent effectivement les chiffres. Alors, que les agriculteurs s'inquiètent de leur devenir, qu'ils souhaitent attirer l'attention sur leurs problèmes, ça je le conçois tout à fait. Mais là encore, je pense que ce n'est pas par la violence qu'on y parviendra. On y parviendra par la solidarité nationale, par la lutte à Bruxelles et aussi sur d'autres fronts. Je pars dans 2 jours aux États-Unis pour expliquer aux Américains la politique agricole commune et essayer d'empêcher les multiples attaques que mène la politique américaine contre notre organisation agricole, notre politique agricole commune. C'est en se battant de cette manière-là que nous arriverons à aider les agriculteurs. Et d'ailleurs, je dois dire que quelquefois dans ces combats, je me sens un petit peu seule et je souhaiterais effectivement que chacun prenne bien conscience de la difficulté de la tâche et qu'on ne résoudra ces problèmes que par une solidarité, tous ensemble, les agriculteurs faisant partie, comme les autres catégories sociales, de l'ensemble de la nation. Bien, on verra, madame, s'ils vous ont écouté. Merci d'avoir été notre invité. Coup de projecteur maintenant sur les biotechnologies, dont Jean-Pierre Chevènement, le ministre de la Recherche et de l'Industrie, parlait ce matin, en estimant qu'il fallait maîtriser 10% de ce marché mondial. La France a en effet pris un certain retard sur l'Amérique et le Japon, et Georges Leclerc nous explique ce que l'on pourrait en attendre en France, en partant de l'exemple, mais oui, du topinambour. Pour mettre ces excellents topinambours dans le réservoir de votre voiture, pour en faire du carburol, il faut un certain nombre d'opérations. Il faut les broyer, il faut en extraire du jus, il faut le distiller, il faut en faire du carburol. Toutes ces opérations coûtent beaucoup d'énergie et il ne faudrait pas, bien sûr, que cette énergie soit supérieure à celle que vous aurez effectivement dans votre réservoir, sinon l'opération n'est pas rentable. Alors, pour cela, on va mettre
des petites bêtes au travail, les microbes qui sont précisément dans ce bioréacteur, microbes qui vont faire à notre place et avec beaucoup moins d'énergie le travail de transformation du topinambour en carburol. C'est ça, la biotechnologie. Il y a 3 avantages. Le premier avantage, c'est que les microbes se reproduisent très rapidement. En 7 minutes, une bactérie donne naissance à 2 bactéries, qui 7 minutes plus tard donnent naissance à 4 bactéries, et ainsi de suite. Si vous faites un petit calcul, en 7 heures, une seule souche a créé une population d'1 million de descendants. Donc c'est extrêmement fertile. Deuxième avantage, les microbes ont le bon goût de travailler à température ambiante et à pression atmosphérique. Et c'est un gros avantage par rapport aux réactions chimiques qui, la plupart, travaillent à température et pression élevée et qui donc consomment beaucoup d'énergie. Et puis le troisième avantage, c'est que les microbes ont un régime alimentaire très souple. On peut leur faire manger à peu près n'importe quoi. Y compris les déchets. Y compris les déchets. En tout cas, des produits peu coûteux. Autre modèle qui, lui... Dans des domaines aussi différents que l'agriculture, la fabrication des médicaments, la chimie ou l'énergie, les microbes peuvent donc nous aider. Reste donc à l'industrie française maintenant à se lancer dans la biotechnologie. Bien sûr, la rentabilité n'est pas immédiate, sauf coup de chance. Mais dans ce domaine, si d'autres déposent des brevets et produisent pour moins cher, l'industrie française aura beaucoup de mal à rattraper son retard, voire tout simplement à prendre la place qui lui revient dans le monde. Retour au sport maintenant par le biais d'un incident grave. Ce matin, au championnat du monde de fleuret, le soviétique Smirnov, champion du monde en titre, a été grièvement blessé par la lame du fleuret de son adversaire allemand Der, qui a pénétré dans son casque et lui a crevé l'œil gauche. Vladimir Smirnov se trouve dans un coma profond. Avec Alain Gillot-Pétré, maintenant, la météo pour demain. Bon, la météo, c'est assez simple, c'est à peu près le même temps, mais les orages sont arrivés, des orages rafraîchissants, heureusement, car il commençait, comme je vous le disais il y a 5 jours, à faire vraiment très très chaud en France. Pourquoi? Eh bien, regardez la photo satellite, elle est extrêmement claire. Il faisait beau sur tout le pays aujourd'hui à 14h30, mais voici cette zone nuageuse là sur le sud-ouest. Ce sont des orages. Il y en a d'autres sur l'Espagne qui progressivement vont gagner le sud de la Loire. Sur notre carte maintenant, en détail, voilà. Au sud de la Loire, demain, le ciel sera passagèrement très nuageux, avec des orages qui pourront être violents, surtout du sud-ouest, au sud du Massif central et au sud des Alpes. Mais les orages resteront au sud de la Loire. Au nord de la Loire, c'est toujours le même type de temps beau, chaud et sec. Les orages pour le nord de la Loire, c'est pour après-demain. Les températures pour demain, minimum 21 degrés à Cherbourg, maximum 34 degrés à Perpignan, moyenne nationale 27 degrés. Pas la peine de vous faire un long discours, il fait chaud, il fait bon. Demain mardi 20 juillet, 2 minutes de soleil en moins, levé 6h10, couché 21h43, c'est la nouvelle lune. C'est également la fête de Sainte Marina qui a donné la fameuse Marinella. Voilà, à 23h30, le retour de Jean-Louis Le Seine, et demain à 12h45, Philippe Labro. Je vous retrouverai à 20h. Bonne soirée à tous.